Il est l'homme de la Guyane, celui qui incarne la Guyane, sa force, sa richesse, ses contradictions et ses mystères. C'est Justin Cataillé. Et la phrase est issue de ce livre dont on va parler ce matin. Justin Cataillé, guyanais humaniste militant, sorti tout récemment aux éditions Cartala. Un portrait sur 300 pages entrecroisées d'archives inédites pour tenter de comprendre qui fut Justin Cataillé, député et fondateur du Parti socialiste guyanais. Pour en parler, son auteur est avec nous ce matin. Bonjour Rodolphe Alexandre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais qu'on commence déjà par le rapport que vous avez, vous, Rodolphe Alexandre, à Cataillé. Il est mort en 1962. Vous aviez du coup une dizaine d'années quand il est mort. Vous avez commencé à militer au PSG à la fin des années 70. À peu près vos deux trajectoires, elles se sont tout juste croisées. À quel point, quand vous avez débuté dans la politique, l'ombre de Justin Cataillé, elle planait sur tout jeune militant qui commençait à vouloir faire de la politique et qui s'intéressait à la Guyane? Disons que l'ombre de Cataillé commence dès ma plus tendre jeunesse, parce que j'habitais, de par ma mère, dans une école, l'école banlieue sud, où je fréquentais la famille Ophion, dont Paul Ophion, qui était un grand leader de la SFIO. Ensuite, ça a été avec les étudiants, avec l'UEG, où là, nous avons découvert ou appris à découvrir Justin Cataillé. Et puis, à mon retour d'études, ou même pendant mes études, je n'ai eu aucune hésitation à rejoindre le local du Parti socialiste guyanais et fréquenter tous les grands ténors dont je parle dans cet ouvrage. Ça veut dire que sa pensée politique, finalement, elle a irrigué toute votre propre pensée, votre rapport à la Guyane et à la politique? Disons que je militais en France sur une idéologie beaucoup plus avancée, marxiste-léniniste. Mais c'est surtout la rencontre avec ces anciens du parti qui m'ont donné, on va dire, cette vision de valoriser, de pérenniser le travail de toutes ces personnes dévouées, fidèles à Cataillé, et qui, somme toute, avaient une vision qui a rejoint un peu la mienne pendant un bon moment, celle d'une assemblée unique, un exécutif très fort. Et c'est après que Cataillé va se radicaliser et ira vers l'autonomie de gestion. On en parlera évidemment dans quelques minutes. On sent bien en lisant ce livre, Rodolphe Alexandre, que vous l'aimez, Justin Cataillé, que vous avez envie de défendre son parcours et sa vie. C'est à la fois l'historien que vous êtes, mais aussi le militant qui a écrit ce livre. Ah, pas du tout. Non ? J'ai vraiment fait, je pense, objectivement, œuvre d'historien. Quand il faut le critiquer, quand il faut dénoncer certaines opérations, telles que l'attaque qu'il a menée contre l'UPG sur le journal, ou on va dire c'est pas l'inaudible concernant Malraux, concernant sa démission du comité pour l'élaboration du statut, je n'ai pas hésité à le faire. Non, je ne dis pas que vous avez une lecture partielle, mais on sent dans certaines phrases parfois que voilà, il est quelqu'un d'important. Disons que je sais de donner plus de force à quelqu'un qui a été l'icône à sa mort. Cataillé a été un des politiques, un peu comme Castor, les plus critiqués, les plus contestés, les plus salis, de tous les termes possibles et imaginables, renégat, traite, illuminé, etc. Pour quelle raison vous expliquez ça? Parce que, d'abord parce qu'à l'époque, la verve, la violence était particulièrement accentuée en Guyane. Les gens avaient une culture, on va dire, très forte. Donc, avoir des peintures, on va dire, sarcastiques était une force chez eux. Mais Cataillé a d'abord été un incompris, puisque Cataillé va se séparer de la SFIO pour créer son propre parti. Il va changer d'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie de France, la SFIO, liberté, égalité, laïcité. Maintenant, il ira vers les déshérités, il ira vers les Saint-Luciens, il ira vers les quartiers de banlieue sud. Donc là, on a un autre Cataillé populaire, un Cataillé qui se lance sur la conquête des quartiers sud avec l'eau potable, l'assainissement, l'éclairage. Il avait une vision urbaine du territoire, notamment donc de Cayenne. Le chemin de fer, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une idée qu'il reprend à Paul Laporte et il considère que ça permettra de désenclaver le territoire. Il était porté également sur l'exploitation aurifère, sur le bois, sur la pêche. Oui, c'était pas un idéologue, Justin Cataillé, à la base. Était pragmatique, qui a une forte culture, qui a travaillé beaucoup avec les anciens, Auguste Horth, Jules Patient, Antoine Radiou. Donc il a pris conscience de la technicité, on va dire, de la politique et qui l'a amené maintenant vers un débat beaucoup plus proche
et accessible des populations les plus faibles, les plus déshéritées. Au final, Rodolphe Alexandre, la carrière politique de Kataïé, elle a été relativement courte puisqu'il revient en Guyane en 1949, il fonde le Parti socialiste guyanais en 56 et il meurt en 62. Tout à fait. C'est quand même peu de temps. Comment est-ce que vous expliquez l'empreinte importante qu'il a quand même laissée sur la politique guyanaise alors que son action ici en Guyane, elle a duré à peine plus d'une dizaine d'années? Tout à fait, tout à fait. C'est une excellente remarque. Et en fait, il a un parcours très court, saccadé, avec des défaites lourdes, municipales, cantonales. Ouais. Et en fait, la grande victoire, la divine surprise, on va dire, sont les législatives. Et il a marqué la Guyane parce qu'il a voté la Constitution, la 5e République, comme d'ailleurs Monnerville en France va le faire. 1958. Voilà, 58. Et puis surtout, eh bien, ce sont les discours prophétiques qu'il a à partir de juin 62 qui vont être étayés par un crash énigmatique dont jusqu'à aujourd'hui nous cherchons encore une documentation encore plus fiable. Mais justement sur cet aspect-là des choses, sur ce que Kataïé a pu dire et écrire, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phrase que vous réécrivez d'ailleurs dans votre livre et qui date de 1959, donc dans un article que Kataïé écrit dans Debout Guyane, je le cite, Aussi loin de la métropole avec des conditions naturelles si différentes de celles des départements métropolitains, l'application brutale sans étape aménagée de la législation départementale métropolitaine apparaît comme une erreur. Ça, c'était en 1959. Et on a l'impression que ça aurait pu être écrit aujourd'hui en 2023. C'est vrai que l'aspect prophétique de ce qu'il disait il y a plus de 60 ans est assez saisissant. Tout à fait. Il y a une étape qui a manqué au département d'Outre-mer, à l'assimilation législative, c'était l'extension des compétences en matière économique. Et autant Aimé Césaire va comprendre cela très rapidement, contrairement d'ailleurs à Gaston Monnerville, mais autant Kataïé, lui, va avoir cette première vision, n'étant pas un politique, il aura du mal à le faire comprendre. Et c'est qu'à partir de 58, notamment dans la loi programme de juillet 1960, qu'il va essayer par l'article 5 de glisser la nouvelle réforme statutaire qu'il n'aura jamais. Et se sentant trahi, se sentant lâché par le gouvernement, là, on aura Kataïé radicalement orienté vers le mot d'ordre d'autonomie, dont je pense que la prise de conscience s'est vraiment effectuée au colloque de Basse-Terre et après au colloque de Paris aux côtés de grands autonomistes comme Béville, Édouard Glissant, Manville, etc. C'était avant tout un éveilleur de conscience, Justin Kataïé, sur tous ces sujets-là pour gagner du terrain peu à peu face aux défenseurs de la départementalisation. Certainement, mais surtout, c'est surtout un tribun. Un très bon orateur. À la voix enflammée, sans feuilles, sans papier. D'ailleurs, il s'entraînait pour cela chez lui le matin très tôt devant son miroir. Mais c'est surtout un tribun. Et un tribun qui maîtrise, on va dire, tout ce qui est électromécanique. Donc, il s'est forgé une sono et il se balade avec ça au début, quasiment seul, haranguant la foule. Ouais, les joutes oratoires aussi avec ses adversaires, d'après ce que j'ai lu, elles étaient assez violentes parfois. Je la trouve formidable, celle où Stanislas est pris au piège. Allez-y, racontez-la. Bien, c'est-à-dire que Kataïé avait une formule, après chaque discours, si quelqu'un dans la salle souhaite la contradiction, la parole lui est donnée. Mais malheur à celui qui allait vers le micro parce que la foule, les militants, non seulement avaient un regard tendancieux, mais parfois ça pouvait se terminer carrément par des bagarres. Alors je pense que Stanislas, qui n'aimait pas trop Kataïé, a exagéré, mais la plume avec laquelle il raconte ce qu'il appelle le guet-apens est un moment formidable, quoi. Et c'était quel genre d'homme, Rodolphe Alexandre Justin Kataïé? Il était charismatique, on l'a dit, un très bon orateur, mais aussi, d'après ce que j'ai lu, assez autoritaire, voire même égocentrique. Ça, c'est ce que ses adversaires ont pu dire et écrire sur lui. Bon, égocentrique, c'est-à-dire qu'après, il avait réclamé que sa photo soit au journal. C'était un peu l'époque, l'époque socialiste, marxiste. Mais ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que Kataïé était très paternel. Kataïé a quand même exercé une tutelle sur les enfants de son père. Son père avait un deuxième mariage. Et le père, étant mort, a laissé une famille, on va dire, éplorée et surtout démunie. Et il n'a pas hésité une seconde à récupérer les enfants et à exercer une tutelle sur ses enfants, même auprès de sa famille. Kataïé avait également des amis très proches. Il avait vraiment autour de lui, on va dire, un cartel. Un groupe très uni. Très uni parce qu'il les a connus soit adolescents aux Éclaireurs de France ou soit parce que ce sont les premiers qui ont répondu à son appel.
quand Kataïé se sépare de la SFIO, Kataïé est un renégat, c'est un traître, c'est vraiment l'homme jeté à l'acrimonie. Et donc, tout seul, il va rentrer dans les quartiers les plus défavorisés, ce qui était rare de voir un intellectuel, un professeur de mathématiques avec ses chaussures vernies, fouler la latérite dans ces quartiers-là. Et donc, c'est là que Kataïé va prendre conscience de ce peuple déshérité, logement, l'eau potable et assainissement, mais également le peuple, et en particulier un homme qui va le rejoindre, Jules Gaille, qui va amener avec lui donc la foule, les anciens de Jatfar, et en l'occurrence qui vont former, on va dire, ce corpus du parti. Ouais, un homme du terrain, un homme proche du terrain. D'ailleurs, on sent bien dans ce livre que ça fait partie d'une démarche aussi électorale, d'aller au contact des personnes directement sur place pour aller les convaincre, pour se rendre compte, vous le dites, évidemment de la situation sur place, mais aussi voilà pour convaincre des potentiels électeurs. Tout à fait. Il y a l'élément électoral, mais je ne sais pas si je l'explique suffisamment bien dans le livre, mais il y a aussi la passion de la foule, l'amour de la foule. On voit le professeur, le pédagogue, celui qui aime expliquer, celui qui aime donner toujours une explication aux différents faits. Et en fait, Kataïé, c'est le verbe. Pour moi, c'est le verbe. C'est l'homme qui apporte la parole dans les quartiers démunis. Une parole enflammée, une parole qui va cristalliser, une prise de conscience. Moi, je pense que si un mot qu'on peut retenir, Kataïé amène la dignité au petit peuple. Parce que à l'époque, les gens du PSG sont appelés la racaille. Les gens du PSG sont traités de crève-la-faim, de pue-la-sueur. Et il y a une phrase quand il perd les élections contre Barra au nord-ouest, où il dit que l'avenue de Gaulle est devenue une frontière entre un Cayenne de l'opulence et le Cayenne des démunis, le Cayenne du regard vers le devenir. Ça, c'est extraordinaire. On l'a dit, il fonde le Parti Socialiste Guyanais en 1956, mais un peu après son retour en Guyane, il avait développé la SFIO. Il se passe quoi à cette époque dans la pensée de Kataïé? Comment est-ce qu'il passe de l'enseignant en mathématiques à Félix Eboué à celui qu'il deviendra plus tard, le militant et le futur fondateur du Parti Socialiste Guyanais? Eh bien, Kataïé a toujours eu des convictions politiques. Son père étant souffrant de la vue, son père le faisait lire tous les journaux, notamment les journaux socialistes. Donc Kataïé, même quand il sera dans la Gironde, professeur au collège de Ribérac, il va adhérer à la SFIO. À la SFIO, il fera sa formation. Donc venant en Guyane, il dit qu'il a reçu des ordres de Paris de créer une section de la SFIO. Il va la faire. Mais il ne cache pas ses ambitions pour être député. Et là commence la haine du Martiniquais, le Meninvini, etc., l'ambitieux. Oui, on l'accusait aussi d'avoir longtemps vécu en dehors de la Guyane. Ça, c'est un des arguments qui revenait très souvent dans la bouche de ses adversaires. Voilà. Et donc, ils vont carrément l'écarter au moment le plus dur de sa vie, parce qu'à ce moment-là, il est à l'hôpital, il subit 1001 opérations, il souffre des branches, donc il part pour 3 mois, mais il fait au moins 8 mois à Paris, et finalement, il va revenir à peine soigné, mais pour pouvoir, on va dire, mettre un terme au complot qui est mené contre lui, régler d'ailleurs la succession de son père auprès de sa famille, et puis surtout régler son problème au niveau du rectorat. Parce que Kataïé étant un victime de la guerre, Kataïé avait une santé extrêmement fragile, et l'éducation nationale n'entendait pas, on va dire, prendre en compte sa situation sanitaire particulière. La guerre, justement, c'est un élément marquant dans la trajectoire de Justin Kataïé. Pour moi, c'est une des parties les plus formidables. D'ailleurs, quand je fais mes conférences, je commence toujours par ça, parce que Kataïé, comme Frantz Fanon et comme beaucoup d'autres militants, a fait la Seconde Guerre mondiale, arme à la main. Il a un parcours exceptionnel. Il faut rappeler qu'il a été conducteur de chars. Ce qui est rare à l'époque pour un noir d'être nommé, mais il est dans l'armée dans les blindés de Leclerc, donc ça peut se comprendre, ce qui ne serait pas le cas dans l'armée américaine. Et là, on s'aperçoit qu'il fait les plus grandes guerres. Il fait la guerre à Rome, il fait la guerre à Carigliano, il va en Provence participer au débarquement de Provence, il va remonter à Lyon, et puis finalement, il va recevoir les éclats d'obus à Dole. Donc ce sera d'abord un homme qui sera très décoré, médaille de guerre, croix de guerre, etc. C'est un homme qui va terminer sergent-chef à titre exceptionnel pour fait de guerre. Et il ne parlera jamais de la guerre. Est-ce qu'il a été touché par les épreuves de la guerre? Est-ce qu'il a été aguerri par la guerre? Il a connu le racisme durant la guerre, mais il fallait vraiment que les anciens combattants le forcent
à prendre la parole, on n'a pu retrouver que deux discours qu'il aurait fait, mais il le dit lui-même ailleurs qu'il n'entend pas raconter ce qui s'est passé parce que la guerre peut-être lui a donné la chance de sortir vivant. Et tenez-vous bien, quand j'étais en Martinique chez Lucie de Fossarieux, qui me recevait en tant que parachutiste, etc. à l'époque, il a fait venir des Martiniquais qui avaient conduit Kataïé dans les Vosges. Et il y a un en particulier, j'oublierai jamais, Monsieur Joseph, que j'ai pas pu retrouver quand je suis parti en Martinique. C'est Kataïé qui l'a porté sur l'épaule, parce que à Dole il fait froid, il neige, les brouillards, etc. Et il avait commencé à avoir les jambes gangrenées par le froid, et c'est Kataïé sur son épaule qui va l'amener vers l'ambulance. C'est comment dire, est-ce que c'est cette expérience-là, cette expérience militaire qui explique en partie que il était gaulliste à la base, il faut le rappeler. Avant de devenir l'homme politique guyanais contre la départementalisation, il était proche de Gaulle. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. Ouais, ce rapport, il peut se faire à ce moment-là. Oui, vous avez parfaitement raison. Pour moi, modestement, je suis un historien. Pour moi, il est séduit par la personnalité de Gaulle, et lui-même, il va se forger un destin. Il va se métamorphoser. Il va penser que lui aussi a droit à un destin, puisque il a été, je rappelle, engagé volontaire. On voulait pas de lui. Il avait une cataracte à l'œil droit, donc il a dû attendre pour que finalement on puisse l'enrouler. Il va quitter Cherchel, qu'il trouve raciste, discriminatoire, pour rejoindre les forces françaises libres. Et c'est là qu'il sera affecté au corps expéditionnaire, en 4e compagnie des sapeurs mineurs de génie. Et là, il a un parcours exceptionnel, cité plusieurs fois. Et pour moi, la guerre a été le symbole de sa prise de conscience sur la discrimination, sur l'avenir de son territoire, sur le rôle qu'il doit jouer personnellement. Donc vous avez dit qu'il était un peu égocentrique. Bon, c'est un homme ambitieux. Je citais ses adversaires. Oui, non, mais qui était sûr. Bon, quel est le politique qui n'a pas d'ambition pour lui, pour son territoire? Donc il est surtout porté par la volonté de sortir son pays. Parce que Kataïé, faisant Naples, Turin, Rome, il voit des pays, il voit la carte urbaine des territoires. Donc quand il parle après en Guyane du chemin de fer, des routes, etc., Kataïé veut porter une image de modernisation, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, il est séduit par De Gaulle, il parle jamais de Félix Éboué. Ouais. Et c'est quand il sera déçu, donc, du général de Gaulle, que là, il va refuser de voter les motions de confiance à Georges Pompidou. Et puis surtout, il va carrément rompre. Parce que ce discours face à Chaban-Delmas, j'ai pas pu avoir des témoins de l'époque, mais bon, disons-le franchement, je suis rentré dans les archives du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France. Certains francs-maçons avaient reproché à Chaban-Delmas le ton qu'il avait eu et le fait de lui avoir coupé la parole, quoi. Et là, on sent que ce Kataïé-là, c'est oui, là, et je le précise quand même pour tout le monde, vous parlez du coup de l'époque où Kataïé était député donc au sein de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée. Voilà. La guerre, le retour en Guyane, la SFIO, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison finalement qui explique que Kataïé décide de quitter la SFIO pour fonder, et c'est quand même ça qui reste un peu dans l'imaginaire collectif de tout le monde dès qu'on pense à Justin Kataïé, à savoir le Parti socialiste guyanais? Eh bien, c'est simple. Kataïé, on lui retire la parole le 19 juin après les émeutes du 14 juin. Il rentre en Guyane pour reforger, on va dire, le Front démocratique guyanais, où le 22 juin, le mot d'ordre a été lancé d'une grève générale. Donc, on attend l'avion, et l'avion n'arrivera jamais. Et donc, dans cet avion se trouve, comme par hasard, Albert Béville, qui est un autonomiste notoire, une grande personnalité, qui à l'époque est en résidence surveillée, qui a été rétrogradé, et comme par hasard, il prend l'avion le même jour. Et à côté, il y a Roger Tropos, jeune Martiniquais, qui lui aussi, autonomiste, accompagné de 4 à 5 collègues étudiants qui rentrent au pays. Alors, ce qu'on sait, c'est que Martinique, Guadeloupe, Guyane étaient touchés à l'époque par une propagande autonomiste très forte. La situation se dégradait. Donc moi, je suis quand même pas prudent, mais je suis historien avant tout. Je travaille sur des documents, des archives, des témoignages. J'oriente le lecteur vers un décès énigmatique. Un avion qui sort d'une escale aux Açores, des passagers descendent, des passagers montent, mais en tout cas, il y a une hypothèse d'un cercueil qui serait monté dans l'avion. Il y a le rapport de police qui dit on voit un éclair, donc l'avion qui explose
dans l'air. Et après, on nous dit non, l'avion s'est crashé contre le sol, mais on s'aperçoit que le crash du sol est moins important, il y a moins d'impact que si vraiment quand un avion, parce qu'il y a un éparpillement sur près de 2 km des débris de l'avion, donc il y a des questions qui se posent. Et surtout, là où je mets un petit peu l'action, nous sommes pendant la guerre d'Algérie. Faut pas oublier. En juillet 62, l'Algérie sera totalement, indépendante. Donc, il y a un processus. Donc, il y a encore tout, on va dire, les phénomènes de l'OAS, du réseau FOCAR. Et donc, on peut tout imaginer. Tant qu'on n'aura pas les documents, on peut tout imaginer. Et comment dire, est-ce que sa mort en 62 avec cet accident d'avion a un peu occulté finalement pour le grand public qui fut Justin Cataillé, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce qu'il a pensé? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on pense à Justin Cataillé, on pense tout de suite à cet accident d'avion avant même de se souvenir de ce qu'il a pu être en tant qu'homme politique. Mais disons qu'il y aura deux phénomènes. Vous avez raison. D'un côté, la pensée de Cataillé sera peut-être occultée parce qu'on va s'orienter directement vers les batailles électorale. Oui. D'abord, assurer l'élection de Léopold Heider comme député, puisque c'est le suppléant de Justin Cataillé. Gagner les municipales, ce qui est rarissime, un miracle. Cataillé, en 59, gagne au premier tour. Mais au deuxième tour, l'alliance Barra, Yves Prévost, Pauillac va conduire à sa défaite. Donc, ils vont gagner les mairies. Et puis, progressivement, ils vont gagner donc les cantonales. Et on aura un parti très hégémonique sur le territoire, sur les principaux leviers de pouvoir jusqu'à pratiquement Élie Castor. Donc, il explique que l'idéologie va un petit peu se réduire, va s'affaisser. Ouais. Heider va tenter de se positionner, on va même dire comme un chef d'État, je l'avais dit une fois à ses parents, mais au bout d'un moment, la gestion va prendre le fait. Va prendre le dessus, et c'est ce qu'on disait au début, toujours un aspect le plus concret des choses et des problématiques. Cette position-là, Rodolphe Alexandre, la position sur la départementalisation, il la défendra quand même jusqu'à la fin, notamment à l'Assemblée nationale, quand il était député, je le cite. La Guyane, ce n'est pas une question de milliards, c'est une question d'organisation politique. Ça, c'est ce qu'il déclare en 1962, alors qu'à l'époque, la Guyane traverse une période compliquée, avec des grèves et des manifestations assez importantes à l'époque. Tout à fait, parce qu'en fait, il reste avant tout républicain, il reste dans le cadre de la République, et en fait, c'est un peu ceux qui le démarquent de l'Union du peuple guyanais avec Henriot, Sirder et d'autres. Là, il n'a pas encore vraiment envisagé la rupture. Il est dans une autonomie, mais une autonomie qui, pour lui, à mon avis, s'oriente vers une gestion du pouvoir local. Il se passe quoi d'ailleurs en 1962, Rodolphe Alexandre? C'est vraiment une rébellion à l'époque? Ah oui. Pour moi, c'est c'est la période où il rejoint l'Union du peuple guyanais. Ce sont des idéologues, ce sont des marxistes. Ils ont été formés, certains ont fait des formations en Hongrie, en Russie, en Chine, etc. Donc ça, il se rapproche d'eux. Il se rend compte du temps perdu. Sinon, il va être débordé carrément sur la gauche. Et là, à ce moment-là, il y a une radicalisation et il y a une rébellion que seule l'histoire dira un jour ce qui aurait pu se passer. Justin Cataillé. Voilà, s'il y avait, le si reste toujours prédominant. Dernière question, Rodolphe Alexandre. Il reste quoi aujourd'hui de Justin Cataillé? Est-ce qu'il est devenu une figure incontournable pour l'ensemble de la classe politique actuelle guyanaise? Quand vous en parlez à d'autres élus du territoire, est-ce que vous avez l'impression que son combat, ses valeurs, tout ce qu'il a pu porter est aujourd'hui partagé par quasiment tout le monde et qu'il a gagné en quelque sorte le combat idéologique? Je suis pas trop certain que tout le monde partage sa position politique, mais en tout cas moi personnellement je la défendrai. C'est d'abord la rencontre avec le peuple, la passion du peuple, les déshérités, et c'est surtout une vision pragmatique d'un développement du territoire. Ça s'appelle Justin Cataillé, guyanais humaniste, militant, et c'est sorti tout récemment aux éditions Cartala. Merci beaucoup Rodolphe Alexandre d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.